Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours intitulé La sécurité informatique. Ce cours vous permettra d'avoir tout le bagage nécessaire pour débuter dans ce nouveau domaine. Donc, on va commencer par le premier module qui s'intitule Introduction générale et qui va vous permettre de maîtriser les connaissances de base. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit est c'est quoi cette sécurité de l'information, ou bien ce qu'on appelle sécurité informatique? Il faut savoir que le fait de mettre en œuvre un écosystème de sécurité, donc un environnement sécurisé, nécessite plusieurs domaines de connaissances et plusieurs bases. La première, à savoir, c'est la base juridique et réglementaire. Pourquoi? Parce que sans règlement, sans loi, on ne pourra sanctionner ni les personnes qui commettent des infractions, ni donner un aspect légal au dispositif qu'on veut mettre en place. Le deuxième aspect, c'est la base organisationnelle. Pourquoi on parle d'organisation? Parce que c'est le rôle des différentes organisations qui vont exister de mettre en place cet environnement, de l'encadrer, si vous voulez, de l'organiser. Ensuite, nous avons la base technique. Donc, nous avons besoin de techniciens et de personnes qui maîtrisent les différents aspects techniques pour pouvoir mettre en place notre écosystème. Et évidemment, nous avons besoin de l'aspect de formation et de sensibilisation du facteur humain. Il est à noter que la formation et la sensibilisation ne se limitent pas aux techniciens, mais elle doit s'étendre à l'ensemble de la population afin qu'ils puissent être sensibilisés aux différentes problématiques existantes. Il faut savoir que la sécurité de l'information est quoi exactement? On peut la qualifier d'un état de bien-être de l'information et des infrastructures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces infrastructures, tout doit fonctionner correctement. Et même s'il y a eu un vol, une falsification ou une perturbation, ça doit être quelque chose de tolérable. Ça veut dire que notre environnement ne doit pas s'effondrer à la moindre attaque. Pour cela, la sécurité se base sur ce qu'on appelle des piliers essentiels. Le premier, c'est la confidentialité. La confidentialité, c'est le fait de pouvoir rendre une information inintelligible par une personne qui n'a pas le droit d'y accéder. Nous avons l'intégrité. L'intégrité, c'est le fait qu'on puisse être sûr que l'information que nous recevons, bien que nous détenons, n'a pas été modifiée, que ce soit de manière voulue ou de manière non voulue, par une tierce personne qui n'est pas habilitée à le faire. L'authentification, c'est tout simplement le fait de pouvoir être sûr de l'identité de notre interlocuteur. Et la non-répudiation, qui est tout simplement le fait qu'une personne ne puisse pas nier une action qu'elle a accomplie par elle-même. Maintenant, la question qui est tout à fait légitime et qu'on est en droit de se poser, c'est quoi une attaque et pourquoi est-ce qu'elle survient? Il faut savoir qu'une attaque, c'est quoi? C'est un objectif, donc un motif, plus une méthode, donc une technique qu'on va utiliser, et une vulnérabilité. Quand on parle de vulnérabilité, parce que s'il n'y avait pas d'ouverture, ou s'il n'y avait pas de vulnérabilité qu'on peut exploiter, il ne peut pas y avoir d'attaque. On peut assimiler ça à une maison qui est sécurisée. Si vous n'avez pas une faille dans la sécurité de votre maison, une fenêtre ouverte, une serrure qu'on peut crocheter, personne ne pourra rentrer chez vous. Donc, le motif, c'est quoi? C'est tout simplement la raison qui pousse quelqu'un à vous attaquer. Ça peut être le fait que la personne pense que vous avez des données précieuses. Ça peut être quelqu'un qui est poussé par une envie de vous menacer ou bien de vous nuire. Aussi, il faut savoir que la méthode, c'est quoi? C'est tout simplement les outils et les techniques que la personne, l'agresseur, va essayer de tester pour pouvoir pénétrer votre politique de sécurité ou bien vos défenses et atteindre son objectif. Maintenant, l'attaquant, qu'est-ce qu'il peut avoir comme motivation à part ce qu'on vient de citer? Il peut être tenté de perturber la continuité de vos activités, donc vouloir que vous arrêtiez votre activité. Il peut vouloir voler vos informations ou bien modifier vos données. Il peut être tenté de créer la peur et le chaos
en perturbant des infrastructures critiques. Et ça s'est déjà vu dans différents pays. Il peut tout simplement vouloir causer une perte financière à sa cible. Il veut que vous perdiez de l'argent. Ou bien, il veut propager ses propres convictions qui peuvent être soit politiques, soit religieuses. Ça, on le verra par la suite. Il peut vouloir tout simplement atteindre les objectifs militaires de son gouvernement, ou bien de son État. Ça, on le voit actuellement avec la guerre qui se produit entre la Russie et l'Ukraine. Ou bien tout simplement nuire à votre réputation. Et ça, en propageant de fausses informations, ou bien tout simplement en essayant de faire un déphasement sur votre site web. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui cherche à se venger, mais ce n'est pas les anecdotes qui manquent. Ou bien, le mal de notre siècle, il y a de ces 10 dernières années, ce qu'on appelle les ransomware. Donc, la personne va vouloir exiger une rançon pour pouvoir libérer ses otages. Les otages qui ne sont rien d'autre que vos propres données, qui sont devenues inaccessibles et inexploitables. Maintenant, les attaques, on peut les classifier de différentes manières. Il faut savoir qu'il n'y a pas 1, 2 ou 3 classifications des attaques, mais il y en a plusieurs. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'en citer quelques-unes. On peut citer les attaques passives. Quoi est-ce qu'on les dit? Les appels passifs, tout simplement parce qu'elles ne vont pas, si vous voulez, toucher à vos données. Quand on dit toucher à vos données, ça veut dire qu'elles ne vont pas manipuler les données de telle manière à les modifier, bien à les changer. On peut citer le sniffing ou bien le eavesdropping pour cela. Nous avons aussi une autre catégorie d'attaques, ce qu'on appelle les attaques actives. Alors, il faut savoir que, contrairement aux attaques passives, les attaques actives ont pour objectif d'altérer vos données. Dans quel but? Tout simplement, soit pour perturber vos communications. On peut citer, comme exemple, les dénis de service ou bien les injections SQL. Nous avons les attaques d'initiés, ce qu'on appelle insider attack. Alors, c'est des attaques internes qui vont impliquer tout simplement que quelqu'un de l'intérieur va utiliser les privilèges qu'il a pour violer vos règles de sécurité et provoquer une menace à votre système d'information. Bon, les exemples, c'est pas ce qui manque. On peut citer, par exemple, quelqu'un qui va utiliser un keylogger physique, qui va brancher sur l'une de vos machines. Nous avons les attaques rapprochées, ce qu'on appelle les close-in attaques. C'est des attaques qui vont s'effectuer à proximité physique de votre système ou de vos infrastructures. Ça veut dire quelqu'un qui est très proche de votre installation physique. Là, on peut citer le dumpster diving ou bien tout simplement le shoulder surfing qui ne nécessite aucune compétence technique. Je me mets derrière vous et je vous regarde en train de taper votre mot de passe, par exemple. Nous avons les distribution attaques, bien ce qu'on appelle les attaques de distribution. Donc, ils vont se produire tout simplement lorsqu'un attaquant va altérer votre matériel ou votre logiciel avant même que vous ne l'installiez. Ça peut se faire durant le transport, ça peut se faire durant la conception ou durant n'importe quelle autre phase de son cycle de vie. Alors, il y a un terme qui est devenu à la mode ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'information. Alors, c'est un terme qui fait référence tout simplement à l'utilisation des TIC pour obtenir un avantage concurrentiel sur un adversaire. Donc, parmi les exemples d'armes de guerre de l'information, on peut citer les virus, les vers, les chevaux de Troie, les bombes logiques ou n'importe quel autre outil que vous connaissez. Il faut savoir que la guerre de l'information a été divisée par les spécialistes en différentes catégories. La première, c'est ce qu'on appelle la guerre de commandement et de contrôle. Là, elle se fait dans le secteur de la sécurité informatique. Donc, la guerre va faire référence tout simplement à l'impact qu'aura une attaque sur la personne qui possède un système ou un réseau compromis qu'il va contrôler. Nous avons aussi la guerre basée sur le renseignement. Donc là, c'est tout simplement, on sait que généralement, ce type de guerre est basé sur des capteurs qui vont corrompre les systèmes technologiques, d'où on parlera de guerre basée sur le renseignement. Donc, le but, c'est de concevoir, si vous voulez, de protéger des systèmes qui vont chercher suffisamment de connaissances pour essayer de dominer l'espace de combat.
Donc le but, ce n'est pas d'attaquer, mais d'avoir la connaissance nécessaire pour dominer l'espace dans lequel il y aura cette bataille. Nous avons la guerre électronique. Là, tout simplement, on va utiliser des techniques cryptographiques ou bien radioélectriques pour dégrader les communications de l'adversaire. Donc, ce genre de technique va s'attaquer à des moyens physiques qui permettent l'envoi de l'information. Par contre, les techniques cryptographiques vont, eux, utiliser les données elles-mêmes, donc les bits et les octets, pour perturber les moyens d'envoi de l'information. Un autre volet, c'est la guerre psychologique. Donc, dans cette guerre, on va utiliser différentes techniques, par exemple la propagande, pour essayer de démoraliser son adversaire, dans le but, tout simplement, de saper ses efforts. Nous avons aussi la guerre de hackers. C'est quelque chose que je pense que tout le monde connaît. Donc, le but de ce type de guerre est tout simplement d'arrêter et de bloquer les systèmes de l'adversaire, générer des erreurs dans ses données, voler de l'information, voler ses services. Donc là, on va utiliser proprement les virus, les bombes logiques, les chevaux de Troie, les renifleurs. Donc tous les moyens techniques qu'on a qui nous permettent de bloquer les systèmes adverses. Nous avons aussi la guerre de l'économique. N'est-ce pas qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre? Donc il va falloir savoir que la guerre de l'information économique va affecter l'économie d'une entreprise ou bien d'une nation, soit en bloquant le flux d'informations qui va atteindre cette entreprise, soit tout simplement en l'altérant. Il faut savoir que cette approche peut être très dévastatrice pour les organisations qui font énormément de chiffres d'affaires dans le monde numérique. Nous avons la cyberguerre. Donc, elle va utiliser le système d'information contre des personnes, des individus ou des groupes. Il faut savoir que c'est l'approche la plus vaste de la guerre de l'information. Pourquoi? Parce qu'elle contient, si vous voulez, elle englobe le terrorisme informationnel, les attaques sémantiques. Il faut savoir que les attaques sémantiques sont semblables à ce qu'on a appelé tout à l'heure la guerre des hackers, mais au lieu de nuire à un système, on va tout simplement prendre le contrôle du système tout en permettant à l'adversaire d'avoir la perception que le système fonctionne correctement. Donc, on ne dévoile pas nos cartes. Donc, si vous voulez, c'est une guerre simulée. Par guerre simulée, ça veut dire tout simplement qu'on va acquérir des armes, tout simplement pour faire de simples aussi démonstrations, plutôt que pour une utilisation réelle. Pourquoi? On va détenir les systèmes de l'adversaire et essayer d'avoir le maximum d'informations pour ne les utiliser que le moment opportun. Là, vous avez un exemple très parlant. Si vous vous rappelez du scandale de Snowden, il avait affirmé, avec preuve à l'appui, que les États-Unis d'Amérique, par exemple, pouvaient couper l'électricité sur la totalité du Japon en un seul clic. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris à distance les systèmes de contrôle de leur centrale électrique et que c'était un levier qu'ils gardaient secret. Au cas où le Japon échappait au contrôle des Américains, on peut tout simplement couper l'électricité sur la totalité du Japon. Il faut savoir que pour chacune des guerres de l'information qu'on vient de citer, nous avons des stratégies dites à la fois défensives, bien offensives. Il faut savoir que la guerre défensive, ça veut dire tout simplement qu'on va utiliser toutes les stratégies et les actions qui nous permettent de nous défendre contre des attaques qui ciblent nos actifs. Par contre, la guerre offensive va impliquer des attaques contre les ressources TIC de notre adversaire. Alors, une autre méthodologie qui est largement utilisée, c'est la méthodologie de la Cyber Kill Chain. Il faut savoir que c'est une méthodologie utilisée pour se défendre, qui se base sur ce qu'on appelle le renseignement pour l'identification et la prévention des activités qui ont pour but de faire des intrusions malveillantes. Il faut savoir que cette méthodologie va aider les professionnels de la sécurité, donc vous plus tard, à identifier les étapes qui sont suivies par son adversaire pour atteindre ses objectifs. Il faut savoir que la Cyber Kill Chain est un cadre qui a été développé, donc un framework en quelque sorte, pour sécuriser le cyberespace et qui est basé sur le concept de kill chain militaire.
Cette méthode vise tout simplement à améliorer de manière très active la détection et la réponse aux intrusions. Comment est-ce qu'on va l'améliorer? Il faut savoir que la Cyber Chain Kill est un cadre qui a été développé pour sécuriser le cyberespace. Elle est basée sur le concept de kill chain militaire. Il faut savoir que cette méthode aussi vise à améliorer de manière très active la détection et la réponse aux intrusions. Elle est équipée d'un mécanisme de protection en 7 phases qui permet d'atténuer et de réduire les cybermenaces parce que les cyberattaques peuvent se dérouler en 7 phases différentes qui commencent à la connaissance et se terminent à la réalisation de l'objectif final. Donc, la compréhension de la méthodologie de la Cyber Kill Chain va aider les professionnels à tirer parti des contrôles de sécurité à différentes étapes d'une attaque et permettant ainsi de prévenir l'attaque avant qu'elle n'aboutisse. Ils vont permettre également de mieux comprendre les différentes phases de l'attaque, parce que si on ne comprend pas l'attaque, on ne saura jamais se défendre. Et généralement, quand on parle d'attaque, on parlera de TTPS, ce qu'on appelle tactique, technique et procédure de l'adversaire. La première phase que vous voyez dans le schéma, c'est la reconnaissance. Donc un adversaire, il va faire quoi? Il va essayer de collecter de l'information sur l'organisation qu'il cible en effectuant des recherches sur Internet où il y a différentes techniques telles que l'ingénierie sociale. Il va effectuer une analyse de diverses activités en ligne et informations accessibles au public. Il va collecter des informations à partir de sites de réseaux sociaux et de services web. Il va essayer d'obtenir des informations sur les sites web qui sont visités. Il va essayer de suivre et d'analyser le site web de l'organisation qu'il va cibler. Il va faire des relevés d'empreintes à partir de tout ce qui est site whois, DNS et réseau. Et par la suite, il va effectuer une analyse pour identifier les ports et les services ouverts par cette organisation. La phase suivante, c'est la phase d'armement. Pourquoi est-ce qu'on parle d'armement? Ça veut dire tout simplement, c'est à ce moment-là, en se servant des informations qu'il a recueillies durant la phase de reconnaissance, l'attaquant va identifier la charge utile de malware qui est appropriée à cet organisme sur la base de son analyse. Il va créer soit une nouvelle charge utile, soit il va réutiliser une ancienne charge utile qu'il a, soit il va modifier une charge utile existante et qui est disponible par exemple sur Internet. Tout dépend des vulnérabilités qu'il a identifiées chez sa cible. Ensuite, il peut créer une campagne d'email de phishing ou bien exploiter des kits d'exploitation ou bien tout simplement des botnets pour utiliser, si vous voulez, sa charge utile. La troisième phase, c'est la phase de livraison. Alors, durant cette phase, comme on l'avait dit, durant la phase précédente, on a créé notre arme. Sa charge utile doit être transmise à notre victime. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on peut faire une campagne de phishing aux employés de l'organisme cible, soit on peut distribuer des clés USB qui contiennent la charge utile. Il est clair qu'on ne va pas aller vers les employeurs leur disant, tenez, voici la clé. Non, il y a plusieurs techniques pour le faire. On peut jeter une clé par terre, donc quelqu'un va la ramasser et il va essayer d'utiliser. On peut faire croire aux gens qu'ils ont gagné ces clés. Donc là, les techniques, c'est pas ce qui manque. On peut effectuer des attaques telles, par exemple, via des sites web compromis. On peut implémenter aussi différents outils de piratage contre le système d'exploitation, contre les applications, ou bien les serveurs de l'organisation cible. Une fois qu'on a livré notre charge utile, il est temps de l'exploiter. Comment est-ce qu'on va l'exploiter? Tout simplement en essayant d'exploiter la vulnérabilité logicielle ou matérielle pour pouvoir accéder à distance à notre cible. Une fois qu'on a fait cette exploitation, on arrive à la phase d'installation. L'installation, ça veut dire quoi? On va pas installer notre charge utile, non. On va essayer de télécharger et d'installer d'autres outils malveillants sur le système, vu que maintenant nous avons un accès distant. Donc, on peut le faire via soit des portes dérobées. Une fois qu'on l'a fait, on peut obtenir un accès distant au système cible.
Et là, on va tirer parti de diverses méthodes qu'on verra tout au long de ce cours pour garder notre porte dérobée, cachée et opérationnelle. Et on fera le nécessaire pour maintenir l'accès à ce système sur lequel on a notre emprise actuelle. La phase suivante, c'est ce qu'on appelle la phase de commande et de contrôle. Donc là, il va falloir établir un canal de communication bidirectionnel entre le système de la victime et le serveur de contrôle. Donc c'est le serveur qu'on contrôle, via lequel on va contrôler notre cible. Ensuite, on peut tirer parti de canaux tels que par exemple le trafic web existant de l'organisme, les communications par courrier électronique ou bien les messages DNS. Généralement, il faut éviter de créer un canal de communication qui soit, si vous voulez, étranger à l'organisme ou bien que l'organisme ne connaît pas, pour ne pas se faire détecter. Et là, on pourra appliquer nos techniques d'élévation de privilèges et on devra cacher toutes les preuves de compromission à l'aide de différentes techniques telles que le cryptage. Enfin, nous arrivons à notre dernière étape qui est l'action sur les objectifs. Il faut savoir que maintenant, nous contrôlons le système de la victime à distance et on peut atteindre nos objectifs. Donc là, on va accéder aux données confidentielles, on peut perturber le fonctionnement des services, on peut détruire leur capacité opérationnelle, on peut tout simplement accéder à leur réseau pour les espionner. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut, ou bien, dans le meilleur des cas, on peut les utiliser comme un point de départ pour lancer de nouvelles attaques en recommençant notre cyber kill chain depuis le départ. Tout à l'heure, j'avais utilisé un terme qui est tactique, technique et procédure. Il faut savoir que ce terme fait référence au modèle d'activité et aux méthodes associées à des acteurs ou bien à des groupes menaçants. Il faut savoir que les TTP, donc l'abréviation de tactique, technique et procédure, sont très utiles pour analyser les menaces et profiler les différents acteurs menaçants. On peut les utiliser aussi pour renforcer notre infrastructure de sécurité. Alors, le mot tactique, c'est quoi? Il faut savoir que le mot tactique est défini comme étant une ligne directrice qui décrit la manière dont l'attaquant mène son attaque du début à la fin. Par contre, la technique va désigner les méthodes qui sont utilisées par un attaquant pour obtenir les résultats intermédiaires lors de son attaque. Et pour finir, le mot procédure est défini comme l'approche organisationnelle qui est suivie par l'attaquant pour pouvoir lancer son attaque. Il faut savoir que pour comprendre et se défendre contre ces acteurs menaçants, il est vraiment très important de comprendre les TTP utilisés par notre adversaire. Comprendre les tactiques de cet attaquant nous permettra de prédire et de détecter l'évolution des menaces dès les premiers stades de l'attaque. Par contre, la compréhension des techniques utilisées vont nous permettre d'identifier les vulnérabilités qu'il va cibler et de mettre en œuvre les mesures défensives à l'avance. Enfin, l'analyse des procédures qu'il va utiliser nous permettra d'identifier ce que l'attaquant cherche au sein de notre infrastructure ou de notre organisation. C'est pour cela qu'on dit que la compréhension des TTP est vraiment primordiale pour pouvoir se protéger dès le stade initial de l'attaque. Comment est-ce qu'on pourra identifier le comportement de l'adversaire? Il faut savoir que l'identification de ce comportement va impliquer tout simplement l'identification des méthodes ou des techniques courantes qui sont suivies par cet adversaire pour pouvoir lancer des attaques qui visent à s'introduire dans le réseau d'une organisation. Il faut savoir que cette identification va vous donner un aperçu des menaces et des exploits à venir. Ça va vous aider à planifier l'infrastructure de sécurité du réseau et d'adapter toute une série de procédures de sécurité pour prévenir différentes cyberattaques. Donc, il faut savoir que certains comportements d'un adversaire peuvent être utilisés pour améliorer les capacités de détection des dispositifs de sécurité.
Le premier comportement, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance interne. Alors, une fois que l'adversaire se trouve à l'intérieur d'un réseau cible, il va suivre différentes techniques et méthodes pour effectuer une reconnaissance interne. Donc, il est en train de scruter, il est en train de chercher. Cela va inclure l'énumération de vos systèmes, l'énumération des hôtes, des processus, l'exécution de différentes commandes pour récupérer certaines informations telles que le contexte de l'utilisateur local, la configuration du système, le nom de l'hôte, les adresses IP. Il va vouloir identifier les systèmes distants actifs, les programmes qui sont exécutés sur les systèmes qu'il va cibler. C'est pour cela que vous pouvez surveiller les activités d'un adversaire en cherchant des commandes inhabituelles qui sont exécutées dans des scripts batch ou bien qui sont exécutés en PowerShell, et ceci en utilisant les outils de capture de paquets. Le deuxième comportement typique d'un attaquant, c'est l'utilisation du PowerShell. Il faut savoir que le PowerShell peut être utilisé par un attaquant comme outil pour l'automatisation de l'exfiltration des données. C'est-à-dire, une fois qu'il a réussi son attaque, il va faire sortir ces données, il va pouvoir utiliser ce PowerShell ou bien pour lancer d'autres attaques. Pour identifier une utilisation abusive d'un PowerShell sur le réseau, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement consulter les journaux relatifs au PowerShell et les journaux d'événements Windows. Donc, il faut savoir que la chaîne du user agent et les adresses IP peuvent aussi vous être très utiles pour identifier les hôtes malveillants qui tentent d'exfiltrer des données. Nous avons un autre comportement atypique, c'est l'utilisation de proxy. Il faut savoir qu'un adversaire peut créer et configurer plusieurs domaines qui vont pointer vers le même hôte. Ceci va permettre de faire basculer rapidement d'un domaine à un autre pour éviter d'être détecté. C'est pour cela que vous pouvez trouver des fois des domaines non spécifiés en vérifiant les flux de données qui sont générés par ces domaines. Grâce à ces flux de données, vous allez pouvoir également trouver des fichiers malveillants qui sont téléchargés ou bien des communications non sollicitées avec des réseaux extérieurs, et ceci en fonction des domaines que vous allez détecter. Il est clair que vous n'allez pas faire tout cela manuellement, vous allez avoir besoin d'outils. Mais comme je l'ai dit précédemment, ceci est un cours introductif. Donc le but est de connaître les différents aspects généraux et qu'on verra tout ça en détail dans les prochains cours. Un autre comportement typique aux attaquants, c'est l'utilisation des interfaces de ligne de commande. Une fois qu'ils ont accédé à leur cible, les attaquants peuvent utiliser l'interface de ligne de commande pour essayer d'interagir avec le système cible, explorer les fichiers, lire leur contenu, créer de nouveaux comptes ou bien tout simplement se connecter à distance et télécharger des données. Ou bien installer des codes malveillants. Pour cela, vous pouvez identifier ce comportement en vérifiant dans les journaux l'ID du processus qui a lancé ces codes, tout simplement. Donc, si vous allez tomber sur des processus comportant des chiffres arbitraires ou bien des fichiers malveillants téléchargés depuis Internet, là, vous allez pouvoir détecter ce comportement malicieux. Un autre comportement généralement utilisé par les attaquants, c'est ce qu'on appelle le User Agent HTTP. Il faut savoir que dans toute communication basée sur du HTTP, le serveur va identifier le client HTTP connecté grâce à un champ spécifique qui s'appelle le User Agent. Donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de modifier le contenu de ce champ pour communiquer avec le système compromis et mener d'autres attaques. Pour cela, vous allez devoir identifier une attaque tout simplement en vérifiant le contenu des champs User Agent. L'attaquant va toujours vouloir créer ce qu'on appelle un serveur de commande et de contrôle. Donc, comme on sait pertinemment qu'ils le font à chaque fois, pour pouvoir communiquer avec les systèmes qu'ils vont compromettre via des sessions cryptées. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement d'essayer d'analyser le trafic réseau pour détecter des tentatives de connexion sortantes, des ports ouverts indésirables ou bien des canaux de communication chiffrés que nous ne connaissons pas au préalable. En 7e position, il y a ce qu'on appelle l'utilisation du tunneling DNS.
Donc, il faut savoir que l'attaquant va utiliser un DNS tunneling pour masquer son trafic malveillant. Pourquoi le DNS? Tout simplement parce que c'est tout un protocole qui est largement utilisé et que dont les administrateurs ont tendance à négliger et surtout à sous-estimer les capacités de tunneling dans le DNS. Donc, pour cela, c'est très important pour vous d'identifier le tunneling en analysant les différentes requêtes DNS, la charge utile DNS et les domaines non spécifiés qui sont destinés à la destination de requêtes DNS. Je vous donne un exemple. Si vous trouvez des requêtes DNS qui ne vont pas vers un vrai serveur DNS, là, il va falloir se poser des questions. Pourquoi mes requêtes DNS vont vers ce serveur? Sachant que pour moi, mes serveurs DNS sont bien identifiés sur le web. Il y a en avant-dernière position l'utilisation du web shell. Il faut savoir qu'un adversaire va essayer d'utiliser un shell web pour manipuler vos serveurs web en créant un shell sur votre site web. Ceci va lui permettre d'accéder à distance à des fonctionnalités de votre serveur et d'effectuer diverses tâches telles que l'exfiltration de données, le transfert de données, le téléchargement de fichiers et autres. Pour cela, vous devez identifier les shells web exécutés dans le réseau en analysant tout accès à votre serveur, en analysant les journaux d'erreur, les shells suspects qui indiquent un codage ou un double codage de l'information et les chaînes du user agent, ainsi que d'autres méthodes qu'on verra par la suite. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle le data staging. Donc, une fois qu'il s'est introduit dans votre réseau, l'adversaire va utiliser des techniques de mise en scène des données pour pouvoir collecter et combiner autant de données que possible. Donc, les types de données qui sont collectées par un adversaire vont inclure des données sensibles pour les employés et les clients, les tactiques commerciales de votre organisation, les informations financières, les informations sur votre infrastructure, etc. Une fois collectées, l'adversaire peut soit exfiltrer, soit détruire ces données. C'est pour cela que vous devez détecter tout transfert de données en surveillant le trafic réseau à la recherche de transfert de fichiers malveillants et en surveillant l'intégrité des fichiers et des journaux d'événements. Un autre point qui est très important, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Il faut savoir que la sécurité n'est pas quelque chose d'infaillible. Vous avez beau mettre en place tous les mécanismes de sécurité que vous voulez, un jour ou l'autre, vous allez vous faire attaquer. C'est pour cela qu'en matière de sécurité, la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais plutôt quand est-ce que je vais me faire attaquer. Pour cela, vous devez avoir une bonne connaissance des différents acteurs possibles et de leurs tactiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Principalement, vous devez maîtriser les indicateurs de compromission. Cette, si vous voulez, compréhension des IOC va vous aider à détecter rapidement les menaces qui s'introduisent dans votre organisation et à la protéger contre les menaces évolutives. Il faut savoir que les IOC sont divisés en 4 catégories. Ce qu'on appelle les indicateurs de courrier électronique. Il faut savoir que les attaquants préfèrent généralement les services de messagerie pour envoyer des données malveillantes, parce que c'est assez simple à faire, et on peut atteindre un public de masse. Par exemple, on peut citer les emails d'ingénierie sociale, parce qu'ils sont très faciles à utiliser. Il y a un anonymat relatif. Donc, il y a des indicateurs d'email qui incluent l'adresse email de l'expéditeur, l'objet de l'email et les pièces jointes, les liens qui sont utilisés. Nous avons les indicateurs, dans deuxième position, les indicateurs de réseau. Il faut savoir qu'ils sont utiles pour le commandement et le contrôle. Donc, la diffusion généralement de logiciels malveillants et l'identification de détails sur le système d'exploitation tels que le type de navigateur ou d'autres informations spécifiques à l'ordinateur. Donc, on a beaucoup d'exemples d'indicateurs de réseau qui vont inclure des URL, des noms de domaine, ou bien tout simplement des adresses IP. Nous avons les indicateurs qui sont basés sur l'hôte. Alors, généralement, on va les trouver en effectuant une analyse du système infecté au sein de notre réseau. Par exemple,
Nous avons des noms de fichiers qu'on va cibler, des hashes de fichiers, des clés de registre, ou bien des DLL spécifiques. Nous avons en dernier, ce qu'on appelle les indicateurs comportementaux. Il faut savoir qu'en règle générale, les IOC sont utiles pour identifier les indications d'intrusion, telles qu'une adresse IP malveillante, qui est connue pour être source de malware, des signatures de virus, des hashes, des noms de domaine. Les IOC comportementales sont utilisés pour identifier des comportements spécifiques qui sont liés à l'activité précise malveillante, qu'elle soit actuelle ou future. Ces indicateurs vont être utilisés pour identifier les services systèmes légitimes quand ils sont utilisés pour des activités anormales ou inattendues. Pourquoi? Parce qu'on connaît leur comportement normal. Dès qu'ils vont dévier de ce comportement normal, il va y avoir une alerte. Par exemple, l'exécution d'un script PowerShell ou bien l'exécution de certaines commandes à distance. On peut citer, par exemple, en termes d'indicateurs de compromission comportementale, le trafic réseau sortant inhabituel. Bien tout simplement, plusieurs demandes pour le même fichier de trafic. Ou bien une requête DNS inhabituelle. Ou tout simplement un correctif inattendu qui se déploie sur les différents systèmes. Maintenant que nous avons eu cet aperçu général, si vous voulez, de comment se protéger, nous allons essayer de voir d'une manière un peu plus proche les différents concepts de hacking. Donc, les concepts, si vous voulez, de base qu'il va falloir maîtriser avant de commencer pleinement notre cours. Alors, qu'est-ce que le hacking? Il faut savoir que le piratage, c'est tout simplement le fait d'exploiter des vulnérabilités sur un système, de le compromettre, de telle manière à l'obliger à faire des choses pour lesquelles il n'a pas été créé. Donc, en d'autres termes, on va lui demander d'accéder à des ressources auxquelles il n'est pas censé nous donner le droit d'y accéder, ou bien d'atteindre des objectifs qu'il n'était pas censé nous accorder au départ. Il faut savoir que le piratage peut être utilisé soit pour voler ou bien de redistribuer une propriété intellectuelle. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est où sont ces pirates? Il faut savoir, généralement, c'est pas forcément des informaticiens. Donc, c'est pas des gens qui ont fait des études en informatique. Alors, ça peut être des individus assez intelligents, qui ont de très bonnes connaissances en informatique et qui sont capables d'explorer et de créer des composants software ou hardware. Il faut savoir que le piratage ne se limite pas au software, tel que le croient la plupart des personnes. On peut pirater du matériel. On peut utiliser du hardware pour pirater. Il faut savoir que pour certains pirates, attaquer des systèmes, ce n'est qu'une passion. Un challenge en quelque sorte, un défi intellectuel. Ils veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de le faire. Tandis que d'autres, c'est des personnes malveillantes qui ont tout simplement pour objectif de gagner de l'argent de manière illégale, tel de craquer des mots de passe, de détruire des systèmes, ou bien de vous voler votre argent. Généralement, les pirates sont répertoriés en plusieurs catégories. Les catégories les plus connues, on peut citer les Black Hats. C'est tout simplement des personnes qui ont de très bonnes connaissances, mais qui ont des objectifs malicieux et destructeurs. On peut parler des White Hats. C'est tout simplement les professionnels de la sécurité qui vont faire de l'audit, du pentesting, de l'analyse de systèmes. On peut parler des Grey Hats, bien les chapeaux gris, qui eux peuvent en même temps être soit offensifs, soit défensifs, dans le sens où c'est des personnes qui peuvent tout simplement auditer des systèmes pour lesquels on ne leur a pas demandé de le faire. Ensuite, ils peuvent communiquer les résultats au large public ou bien les communiquer aux concernés. On peut parler des suicide hackers, donc c'est des personnes qui ont pour but de mettre à genoux des infrastructures critiques. Les pires, par contre, c'est les skeptics. Pourquoi? Tout simplement, c'est des gens qui n'ont pas de connaissances
proprement dites, qui vont chercher sur Internet, trouver des scripts, trouver des outils, et qui vont s'amuser à essayer de pirater des systèmes. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est les plus critiques et les plus nuisibles? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance suffisante pour qu'une fois dans le système, ils puissent y rester, ou bien qu'ils ne puissent l'exploiter sans, si vous voulez, le détruire. Généralement, je les assimile tout simplement à des éléphants dans un magasin de porcelaine. Je vous laisse imaginer les dégâts. Nous avons les cyberterroristes. C'est des personnes qui ont des motivations politiques, religieuses ou autres, et qui cherchent à détruire de larges réseaux d'informations, ou bien des entreprises, ou bien des gouvernements. Nous avons les pirates sponsorisés par des gouvernements. C'est comme leur nom l'indique, tout simplement, c'est des pirates qui travaillent pour la solde d'un gouvernement et qui vont attaquer d'autres gouvernements, ou bien d'autres grandes entreprises pour récupérer de l'information, ou bien pour détruire les systèmes de leur adversaire. Enfin, nous avons les activistes. C'est des gens qui vont essayer de promouvoir des idées politiques en attaquant. Généralement, c'est des sites web qui vont attaquer pour modifier leur contenu. Alors, il faut savoir que quand on parle de hacking, tout à l'heure, nous avons vu la Cyberkill Chain, qui était composée de plusieurs étapes. Là, on va essayer de résumer ces étapes en 5 phases. On va les résumer en 5 phases pour essayer un peu de vous simplifier l'existence. Donc, on va parler de la reconnaissance, on va parler du scan, de l'obtention de l'accès. Une fois qu'on l'a obtenu, on va maintenir notre accès. Ensuite, on va procéder à la suppression des traces. Donc, si on commence par la reconnaissance, si vous voulez, c'est la phase préparatoire durant laquelle l'attaquant va essayer de récolter un maximum de données sur la cible préalablement à toute attaque. Donc, ces informations vont être le point par lequel il va accéder à la cible. Donc, ça peut être tout simplement des plages de reconnaissance, par exemple les clients, les employés, les opérateurs, les réseaux, les systèmes de l'organisation. Et là, on va distinguer 2 types de reconnaissance. Ce qu'on appelle la reconnaissance passive et la reconnaissance active. Donc, la reconnaissance passive, c'est une reconnaissance qu'on va faire sans, si vous voulez, interagir avec la cible. Par exemple, je veux avoir des informations concernant Google. Je ne vais pas aller récolter l'information auprès de Google. Je vais aller vers les réseaux sociaux, je vais aller vers les news, je vais voir dans les revues spécialisées, je vais aller voir les sites Whois et d'autres sources d'informations. Par contre, la reconnaissance active, là, je vais directement interagir avec la cible pour récolter les informations. Par exemple, je vais appeler l'entreprise, faire passer pour un helpdesk. Une fois qu'on a fini la récolte d'informations, on arrive, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, on a eu nos informations de manière passive et active. On va aller vers le scan. Là, on parlera de phase de pré-attaque. Donc, on va scanner proprement le réseau de la victime pour chercher des informations spécifiques dont j'ai eu vent lors de la phase de reconnaissance. Donc, on peut commencer par faire un scan de port. Donc, je vais utiliser des scanners, des outils de ping, des scanners de vulnérabilité. Je vais extraire de l'information telle que le nombre de machines qui sont connectées et allumées, les ports qui sont ouverts, l'état des ports, le détail de leur système d'exploitation, le type d'équipement qu'ils utilisent, est-ce que leurs systèmes sont disponibles ou non pour lancer une attaque, quels sont les horaires d'ouverture, etc. Une fois que j'ai obtenu l'accès, donc l'accès c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que j'ai un point à partir duquel je peux accéder à leur système d'exploitation ou bien aux applications qu'ils ont déployées, ou bien à leur réseau. Donc là, je peux accéder à un système, à une application ou à un réseau. Donc, dois élever mes privilèges pour obtenir un contrôle complet de ce système. Il faut savoir que lors du premier accès, généralement, on a un accès avec des privilèges minimums. Ensuite, dans ce processus, je peux essayer des systèmes intermédiaires qui sont connectés à la cible pour les compromettre à leur tour.
Donc là, je peux faire soit m'attaquer au mot de passe, soit faire des buffer overflow, faire des denial of services, ou bien tout simplement faire des sessions hijacking pour pouvoir élever mes privilèges et m'attaquer à d'autres systèmes. Une fois que c'est fait, je dois maintenir mon accès. Maintenir mon accès, ça veut dire quoi? Je dois rester propriétaire de ce système. On ne parle pas de propriété au sens légal de la chose, mais au fait que je possède maintenant ce système, je ne dois pas le perdre. Donc, comment je dois pas le perdre? Je dois pas d'abord empêcher d'autres pirates d'exploiter la même vulnérabilité que j'ai utilisée pour avoir le contrôle de ce système. Et je ne dois pas me faire détecter par le vrai propriétaire du système. Donc, je dois sécuriser mon accès exclusif via soit une porte dérobée, des chevaux de Troie ou bien des rootkits. Donc là, par la suite, je pourrais télécharger ou modifier leurs données, leurs applications, ou bien tout simplement reconfigurer leur système. Je peux aussi utiliser leur système pour compromettre d'autres systèmes. La dernière phase, c'est la suppression de mes traces. Il est clair que je ne vais pas laisser mes traces. J'ai pas envie de finir en prison. Donc, je dois supprimer toutes les preuves qui doivent conduire vers moi. Pour cela, je vais utiliser différents utilitaires tels que PSTools, Netcat, ou bien des chevaux de Troie qui vont effacer mes empreintes à partir de leurs journaux d'événements ou bien journaux système. Une fois que j'ai mis un cheval de Troie en place, donc je peux très probablement prendre le contrôle total de leur système. Donc je peux exécuter des scripts. Je peux remplacer leurs fichiers journaux. Je peux masquer ma présence dans leur système. Je peux brouiller mes traces pour cacher tout simplement mon identité. Il faut savoir que plusieurs techniques existent, notamment la stéganographie, le tunneling. Je peux utiliser aussi les entêtes des paquets TCP/IP pour pouvoir masquer des informations lors des échanges que j'aurai avec le système cible. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir un autre aspect, ce qu'on appelle l'information security. Alors, en d'autres termes, la sécurité de l'information. Alors, l'un des termes très intéressants, c'est ce qu'on appelle information assurance. Alors, il faut savoir que cette terminologie va faire référence au fait qu'on soit assuré que l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité et l'authentification des informations hébergées dans les systèmes d'information sont protégées lors de leur utilisation. Il faut savoir que le processus qui va contribuer à garantir cette assurance des informations va comprendre d'abord le fait d'élaborer des politiques et de sécurité, des processus et des guides, le fait de concevoir des stratégies d'authentification sur le réseau pour les utilisateurs, le fait de créer des plans pour les besoins en ressources identifiés, donc il faut identifier ces ressources, le fait d'avoir des applications de contrôle appropriées qui vont nous garantir cette assurance, le fait de pouvoir identifier les vulnérabilités et les menaces sur le réseau, et le fait de pouvoir réaliser des certifications et des accréditations, que ce soit pour nos systèmes ou bien pour notre personnel. Le fait qu'on ait la capacité d'identifier les problèmes et les besoins en ressources, et surtout, le fait de former notre ressource humaine pour cette assurance de l'information. Alors, un terme qui est apparu ces dernières années, c'est la défense en profondeur. C'est quoi? C'est tout simplement une stratégie de sécurité dans laquelle vous allez utiliser plusieurs couches de protection au sein de votre système d'information. La stratégie, elle est simple dans le principe car elle repose sur un principe militaire selon lequel il est beaucoup plus difficile pour un ennemi de vaincre un système de défense complexe qui est composé de plusieurs niveaux que de s'introduire via une seule barrière unique. Il faut savoir que la défense en profondeur va permettre de prévenir les attaques directes contre notre système et les données qu'il héberge, car la rupture dans une couche ne fera que conduire notre attaquant vers la couche suivante. Il faut savoir que si le pirate va accéder à notre système,
La défense en profondeur va minimiser l'impact négatif de cette intrusion. Pourquoi? Parce que tout simplement, on aura le temps de déployer des contre-mesures, sachant que l'attaquant sera confronté à d'autres couches de défense. Donc, il ne pourra pas forcément accéder à la totalité de notre système. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, aucun système de sécurité n'est invulnérable, d'où cette notion de risque. Alors, le risque, c'est quoi? C'est tout simplement un degré d'incertitude ou d'attente à ce qu'il y ait des dommages potentiels et qu'un événement indésirable puisse arriver à notre système ou à ses ressources dans des conditions spécifiques. Alors, il faut savoir que le risque peut être quoi aussi? Ça peut être la probabilité qu'une menace puisse survenir ou qu'un événement va endommager ou bien causer des pertes à notre organisation et qui pourra éventuellement avoir d'autres impacts négatifs. Un risque, ça peut être aussi la possibilité qu'une menace puisse être une vulnérabilité interne ou externe et qu'elle cause des préjudices à une ressource. Ça peut aussi produire la probabilité qu'un événement puisse se produire et que l'impact de cet événement peut impacter un de nos actifs informatiques. Il faut savoir que la relation qui existe entre le risque, la menace et la vulnérabilité est la suivante. Le risque n'est que le produit de la menace fois la vulnérabilité fois l'impact. L'impact, c'est quoi? C'est tout simplement l'événement qui va se produire sur notre actif. Donc, si vous voulez, c'est le produit de la vulnérabilité de l'actif et de la valeur de l'actif sur les parties prenantes. Donc, un risque informatique peut être étendu à la formule suivante. Le risque, c'est quoi? C'est la menace fois la vulnérabilité fois la valeur de l'actif. Parce que plus l'actif a de la valeur, plus le risque est élevé. En fait, le risque, c'est une combinaison, on peut résumer ça à deux facteurs. À la probabilité qu'un événement indésirable puisse survenir et à la conséquence de l'arrivée de cet événement indésirable. Il faut savoir qu'un risque peut avoir plusieurs niveaux. Donc, ceci est dû on peut l'avoir à partir d'une évaluation de l'impact qui va se produire sur nos actifs. Il faut savoir qu'il y a différentes méthodes qui existent pour différencier les différents niveaux de risque, et ceci en fonction de la fréquence de ce risque et de la gravité de ce risque. L'une des méthodes les plus couramment utilisées pour classer les risques va consister à utiliser une matrice bidimensionnelle. Donc, on va déterminer la fréquence ou la probabilité qu'un incident puisse se produire et on va identifier les conséquences possibles et nécessaires pour analyser ce risque. C'est ce qu'on appelle le niveau du risque. Donc, le risque peut être représenté et calculé à l'aide de la formule suivante. Le niveau de risque, c'est les conséquences multipliées par la probabilité, comme vous le voyez dans la matrice qui est affichée. Donc, cette matrice. Donc, les risques sont classés en différents niveaux, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de leur impact qui est estimé sur le système. Principalement, on peut identifier 4 niveaux de risque, à savoir le niveau extrême, le niveau élevé, moyen et faible. Il ne faut pas oublier que les mesures de contrôle peuvent diminuer le niveau d'un risque, mais qu'elles ne l'éliminent toujours pas complètement. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de risque inexistant. Il faut savoir que la matrice des risques va mettre à l'échelle l'occurrence du risque ou sa probabilité, ainsi que les conséquences de son impact. Il s'agit de représenter de manière graphique la gravité du risque et la mesure dans laquelle les contrôles peuvent pouvoir l'atténuer. Donc la matrice des risques, c'est l'un des processus les plus simples à utiliser pour augmenter notre visibilité des risques. Elle va contribuer à la capacité de décision
de la direction. Donc, elle va définir différents niveaux de risque et de classe comme étant le produit d'une probabilité négative et d'une gravité négative. Bien qu'il existe de nombreuses matrices de risque standards, chaque organisation doit pouvoir créer la sienne. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément que 4 niveaux, on peut en avoir 3 comme on peut en avoir 6. Alors, lorsqu'on parle de gestion de risque, alors c'est le processus qui consiste à réduire et à maintenir le risque à un niveau acceptable. Donc, quand on parle de management de risque, il faut savoir qu'il y a plusieurs phases dans le management du risque. Il y a l'identification de notre risque, l'évaluation du risque, le traitement du risque. On va commencer par ces 3 premiers. Donc, au début, on doit identifier les sources de notre risque. Ça veut dire, on doit identifier quelles sont les causes et quelles sont les conséquences, ainsi que différents détails liés à ce risque. Par exemple, on peut dire, il y a un risque naturel. Il y a un risque d'intrusion. Ensuite, on va évaluer le risque. Évaluer le risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on doit fournir une estimation sur l'impact de ce risque et une estimation sur la probabilité de son occurrence. Par exemple, si je suis dans une zone sismique, je peux dire que le risque d'un tremblement de terre est important. Et là, l'impact, tout dépend de la zone dans laquelle je suis, ça peut être soit la destruction totale de l'installation, soit un arrêt temporaire. Le traitement du risque, c'est quels sont les contrôles, ou bien les méthodes que je dois implémenter, choisir et implémenter pour le risque que je viens d'identifier. Par exemple, si je parle de risque sismique, le seul contrôle qui apparaît, c'est avoir un deuxième site de secours qui soit dans une zone éloignée. Nous avons ensuite le risk tracking. Donc là, c'est tout simplement s'assurer que les contrôles appropriés ont été implémentés et tout simplement qu'on a calculé les chances que le risque puisse se produire. Le risk review, c'est tout simplement l'évaluation des performances, des stratégies qu'on vient d'implémenter. Est-ce qu'elles sont performantes? Est-ce qu'elles répondent à notre besoin ou non? Alors, tout à l'heure, nous avons un peu parlé des menaces. On avait dit qu'une menace est définie comme étant la possibilité d'une tentative malveillante d'endommager ou de perturber le fonctionnement de notre système. Il faut savoir qu'une menace, c'est tout simplement l'apparition potentielle d'un événement indésirable qui est susceptible d'endommager et d'interrompre les activités opérationnelles et fonctionnelles de notre organisation. Une menace peut affecter les différents facteurs, notamment l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité de notre organisation. L'impact de la menace est très important et peut affecter l'état de nos actifs informatiques, qu'ils soient physiques ou non. Aussi, l'existence de la menace peut être soit accidentelle, donc quelqu'un qui l'a fait sans faire exprès, soit intentionnelle. Bien, il peut être dû à l'impact d'une action. Donc, le renseignement sur les cybermenaces, qui est connu sous le nom de CTI, pour dire Cyber Threat Intelligence, c'est tout simplement le fait de collecter et d'analyser l'information sur les menaces et les adversaires et d'élaborer des modèles permettant de prendre des décisions éclairées en matière de préparation, de prévention et de réponse contre divers types de cyberattaques. Il s'agit tout simplement d'un processus de reconnaissance et de découverte de toute menace inconnue. Et là, j'insiste sur le terme inconnu, à laquelle notre organisation peut être confrontée afin que les mécanismes de défense nécessaires puissent être appliqués pour éviter que ces événements puissent se produire. Donc là, on doit faire quoi? On doit tout simplement collecter, rechercher, analyser les différentes tendances et les développements techniques dans le domaine des cybermenaces, d'où l'importance de la veille en matière de sécurité. Il faut savoir que toute connaissance des menaces qui va aboutir à la planification et à la prise de décision
dans l'organisation pour faire face à ces menaces va constituer un élément de renseignement sur ces menaces. Donc l'objectif principal du CTI est de sensibiliser notre organisation aux menaces qui existent ou qui émergent et de la préparer à développer une posture de cybersécurité proactive avant l'exploitation de ces menaces. Donc ce processus, dans lequel les menaces inconnues vont être converties en menaces éventuellement connues, va nous permettre d'anticiper l'attaque avant qu'elle ne se produise et aboutisse finalement à un système meilleur et plus sécurisé. De cette manière, les renseignements sur les menaces sont utiles pour sécuriser le partage de données, les transactions mondiales entre les organisations. Il faut savoir que les processus de renseignement sur les menaces peuvent être utilisés pour identifier les facteurs de risque responsables des attaques logicielles malveillantes, injections SQL et autres. Ces risques, après avoir été filtrés, peuvent être inscrits sur une liste de contrôle et traités de manière appropriée. Les renseignements sur les menaces vont permettre à une organisation de gérer les cybermenaces grâce à une planification et une exécution efficace parallèlement à une analyse approfondie de ces menaces. Il faut savoir que la CTI renforce également le système de défense de l'organisation, qui est sensible aux risques imminents et va aider à répondre à ces risques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de renseignements sur les menaces. Le premier, c'est les renseignements sur les menaces vont être des informations contextuelles qui décrivent les menaces et qui vont guider les organisations dans la prise de décision. Il faut savoir qu'il est nécessaire d'extraire ces informations à partir d'une vaste collection de sources d'informations et de fournir des informations opérationnelles en regardant à l'extérieur de l'organisation et en émettant des alertes sur l'évolution des menaces qui pèsent sur notre organisation. Pour avoir une meilleure gestion des informations collectées à partir de différentes sources, il est important de subdiviser les renseignements sur les menaces en différents types. Cette subdivision est affectée en fonction des consommateurs et des objectifs de l'intelligence, donc du renseignement. D'un point de vue de la consommation, les renseignements sur les menaces sont divisés en 4 types différents. Il s'agit notamment du renseignement sur les menaces stratégiques, les tactiques, opérationnelles et techniques, et des techniques. Ces 4 types diffèrent en termes de collecte de données, d'analyse de données et de consommation du renseignement. Alors, l'intelligence stratégique sur les menaces fourniront des informations de haut niveau sur la posture de cybersécurité des menaces. Donc, en d'autres termes, c'est quelque chose qui s'adresse au top management. Par contre, quand on parlera du niveau tactique, là, on va essayer de récolter des informations concernant les TTP, donc les tactiques, techniques et procédures. Et là, c'est quelque chose qui s'adresse aux RSSI et aux techniciens. La partie opérationnelle, elle va fournir des informations sur les attaques, des informations spécifiques sur les attaques qui vont arriver. Là, ça va s'adresser aux managers de la sécurité et aux personnes qui défendent le réseau. Et pour finir, la partie technique. Là, on va avoir des informations sur les indicateurs de compromission. Et là, c'est une donnée qui s'adresse à l'équipe SOC et à ce qu'on appelle l'équipe IR. Donc, c'est les personnes qui s'occupent proprement de la sécurité et de la défense. Quand on parle de gestion d'incidents, il faut savoir, c'est tout simplement, comme on l'a dit, rappelez-vous, la sécurité absolue n'existe pas. Donc, les incidents vont arriver et on est amené à les gérer. Donc, la gestion d'incidents, c'est tout simplement un ensemble de processus qui est défini, qui permet d'identifier, d'analyser et de hiérarchiser et de résoudre les incidents de sécurité afin de restaurer le système dans un état opérationnel normal. Donc, il s'agit non seulement de répondre aux incidents,
mais aussi de déclencher des alertes pour prévenir des risques et des menaces potentielles. Donc, l'administrateur de sécurité doit être capable d'identifier les logiciels qui ont été exposés aux attaques avant que quelqu'un ne profite des vulnérabilités. Donc, dans la gestion des vulnérabilités, des incidents, pardon, on aura un certain nombre d'éléments, notamment l'analyse de vulnérabilité, la formation, la détection d'intrusion. Lors du processus de gestion des incidents, là, on va avoir l'amélioration de la qualité de service, la résolution des problèmes de manière proactive, la réponse aux exigences de disponibilité, l'augmentation de la productivité et de l'efficacité du personnel, l'amélioration de la satisfaction des utilisateurs et des clients, et l'aide pour la gestion des futurs incidents. Il faut savoir que l'organisation des sessions de formation va sensibiliser les utilisateurs et c'est un élément très important de la gestion des incidents. Ce type de session va aider les utilisateurs finaux à reconnaître facilement des événements ou des incidents suspects et va leur apprendre à qui les signaler et comment les signaler. Donc, il faut savoir que le processus de gestion des incidents est dispatché sur plusieurs services. Par exemple, le personnel des ressources humaines, ce sera à lui de prendre les mesures nécessaires pour licencier les employés soupçonnés d'activités nuisibles. Le conseiller juridique, c'est lui qui va établir les règles et la réglementation de l'organisation. Le gestionnaire de pare-feu, c'est à lui de maintenir les filtres en place. Le prestataire de services externalisé, s'il existe, ce sera à lui de réparer les systèmes infectés. Donc, la réponse aux incidents est l'une des fonctions exercées dans la gestion des incidents. Et la gestion des incidents est l'un des services fournis dans le cadre de la gestion de la sécurité. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment gérer et répondre aux incidents. Il faut savoir que la gestion et la réponse aux incidents, ce qu'on appelle IH&R, sont des processus qui consistent à prendre des mesures organisées et prudentes lors de la réaction à un incident de sécurité ou de cybersécurité. Donc là, ça va être un ensemble de procédures et d'actions réparties en 9 phases qu'il est important d'appliquer. La première phase, c'est la préparation. Donc, elle va comprendre la réalisation d'un audit des ressources et des actifs pour déterminer l'objectif de la sécurité et de définir les règles, les politiques et les procédures qui pilotent ce processus. L'étape 2, c'est l'enregistrement et l'attribution des incidents. Donc, durant cette phase, il va y avoir un rapport initial et un enregistrement des incidents qui ont eu lieu. Cette phase permet d'identifier l'incident et de définir les plans de communication appropriés pour les employés. La phase 3, c'est le triage des incidents. Il faut bien classifier nos incidents. Donc pour cela, va falloir les analyser, les valider, les catégoriser et les hiérarchiser. La phase 4, c'est la notification. Lors de cette phase de notification, l'équipe va informer diverses parties prenantes, notamment la direction, les fournisseurs, les tiers, les clients, de l'incident identifié. Ensuite, arrivera le confinement. C'est là qu'on va empêcher la propagation de l'infection à d'autres actifs de l'entreprise, évitant ainsi des dommages supplémentaires. L'étape 6, c'est la collecte de preuves et l'analyse, si vous voulez, médico-légale, ce qu'on appelle le forensics. Au cours de cette phase, l'équipe va rassembler toutes les preuves possibles liées à l'incident et elle va les soumettre au service forensique pour enquête. Donc le but de l'enquête, tout simplement, c'est de connaître la méthode d'attaque, les vulnérabilités exploitées, les mécanismes de sécurité qui ont été évités et les périphériques infectés ainsi que les applications compromises. Ensuite arrivera la phase d'éradication. Lors de cette phase, l'équipe va supprimer ou éliminer la cause première de l'incident
et il va fermer tous les vecteurs d'attaque pour éviter des incidents similaires à l'avenir. Ensuite arrivera la récupération, ce qu'on appelle le recovery, le recouvrement. Une fois qu'on a éliminé les causes de l'incident, on doit restaurer le système et les services, les ressources et les données concernées en récupérant tout ce qu'on peut récupérer. Il faut savoir que c'est de la responsabilité de l'équipe de réponse aux incidents de s'assurer que l'incident ne perturbe pas les services ou les activités de l'organisation. Et en dernier arrivera l'activité post-incident. Une fois qu'on a finalisé le processus, il est nécessaire de faire un examen et une analyse supplémentaire avant de clôturer le dossier. Donc il va falloir effectuer un examen final et une étape importante du processus comprendra la documentation, l'évaluation, l'examen et la révision de nos politiques, la clôture de l'enquête et la divulgation des incidents conformément à notre politique. Alors, ces derniers temps, on entend souvent parler de la notion d'IA. L'IA pour dire de l'intelligence artificielle et du machine learning. Il faut savoir que ces deux notions qui sont devenues très largement utilisées dans différentes industries et applications en raison de l'augmentation de la puissance de calcul des machines, surtout de la collecte de données et des capacités de stockage. Il faut savoir que parallèlement aux avancées technologiques dans le domaine de l'IA, telles que les voitures autonomes, les traducteurs linguistiques, le big data, il y a aussi une augmentation des menaces telles que les ransomware, les botnets, les logiciels malveillants et le phishing. Pour cela que l'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning dans la cybersécurité permet d'identifier de nouveaux exploits et faiblesses qui peuvent être facilement analysés pour atténuer de nouvelles attaques. Il va réduire la pression sur vous et les alertes lorsqu'une action est nécessaire. C'est quoi l'intelligence artificielle et le machine learning? Il faut savoir que l'intelligence artificielle est la seule solution qui existe pour défendre les réseaux contre les différentes attaques qu'une analyse antivirus ne peut pas détecter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une énorme quantité de données qui est collectée. Elle va être introduite dans l'IA qui va les traiter et les analyser pour en comprendre les détails et les tendances. Par contre, le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui va donner au système la possibilité d'auto-apprendre sans aucune programmation explicite. Le système d'auto-apprentissage est utilisé pour définir à quoi ressemble un réseau normal, ainsi que ses différents périphériques. Puis il va utiliser cette connaissance pour revenir en arrière et signaler tout écart, anomalie en temps réel. Il faut savoir qu'il existe deux techniques de machine learning, ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi l'IA et le ML? Il faut savoir que le panorama des menaces de sécurité continue d'évoluer, non seulement en termes d'ampleur, mais plus important encore en termes de sophistication. Malgré toute une série de progrès réalisés dans le secteur pour se prémunir des menaces, de plus en plus audacieuses et complexes, les organisations ont eu du mal à suivre le rythme des technologies et des techniques employées par les attaquants. Alors que les entreprises continuent d'accroître leurs empreintes numériques, les capacités d'identification et de diagnostic ne suffisent plus à remédier à ce défi commercial fondamental et croissant pour les organisations de toutes formes et tailles. Le développement d'analyses de sécurité avancées est une considération importante pour les organisations qui cherchent à mettre en œuvre l'apprentissage automatique pour se défendre contre un éventuel taille de menaces de sécurité interne et externe. Il faut savoir que le marché de la cybersécurité devait dépasser les 300 milliards de dollars en 2024. Et le marché de la cybersécurité lié à l'IA devait atteindre une valeur de 38,2 milliards de dollars d'ici 2026. Alors, il faut savoir que selon CB Insight, parallèlement à l'augmentation globale de l'activité d'investissement, de nombreuses sociétés de cybersécurité émergent pour proposer de nouvelles solutions aux cybermenaces en tirant parti des avantages de l'intelligence artificielle. Selon IE Dealer Tracker et CB Insight,
La cybersécurité est le quatrième secteur le plus actif qui offre aux entreprises appliquant l'IA. Selon les mêmes données, il existe plus de 80 entreprises privées dans la cybersécurité qui utilisent l'intelligence artificielle. Ils sont classés en 9 domaines principaux dans lesquels ils opèrent, à savoir l'antifraude et la gestion des identités, la gestion des cyberrisques, la sécurité mobile, la sécurité des applications, l'intelligence prédictive, la sécurité des IoT, l'analyse comportementale et la détection d'anomalies, la sécurité de la tromperie et la sécurité automatisée. La question qui se pose, comment est-ce que l'intelligence artificielle et le machine learning arrivent à prévenir les cyberattaques? D'abord, il y a ce qu'on appelle la protection par mot de passe et l'authentification. Donc là, ils améliorent, si vous voulez, les mécanismes d'authentification. Il y a la détection et la prévention du phishing, la détection des menaces, la gestion des vulnérabilités, l'analyse comportementale, la sécurité du réseau, les antivirus basés sur l'intelligence artificielle, la détection des fraudes, la détection des botnets et l'intelligence artificielle qui permet de lutter contre les menaces induites par d'autres intelligences artificielles. Notre cours s'arrête là pour aujourd'hui. À très bientôt pour le deuxième module.